Du 18 au 28 mars au Cercle Molière, découvrez Sous tension, une comédie familiale mordante sur les choix de vie, la parentalité et la liberté. Un party de cuisine dont personne ne sortira indemne. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Eh bien, c'est maintenant l'heure pour la chronique Voyage au cœur de l'histoire avec Jean-Philippe Croteau qui est ici dans les studios avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Ça va bien? Oui, en pleine forme. Toujours, génial. Aujourd'hui, tu voulais nous parler de la place des femmes dans la Grèce antique. Donc vraiment, il y a longtemps. Oui, ça, on pourrait situer la Grèce antique, c'est moins 3200 avant notre ère jusqu'à moins 46. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Personne n'est né. Personne n'est non. Pas d'aujourd'hui. Personne qu'on connaît. Exactement. Qu'est-ce qui t'a intéressé de parler de ce sujet-là aujourd'hui? J'ai voulu, il y a pas longtemps, c'était la Journée internationale des femmes, puis il y a quand même des gros préjugés sur la place de la femme dans la Grèce antique, notamment une société très patriarcale, misogyne, sexiste, ce qui est pas faux, mais en fait la société de la Grèce antique est aussi extrêmement complexe. Il y a plusieurs modèles, il y a beaucoup de nuances à faire, puis je trouve intéressant de voir ces nuances-là, donc j'ai dit pourquoi pas. Ouais, c'est ça, plongeons là-dedans. On va retourner dans le temps. Puis justement, quel était le statut de la femme à Athènes, en Grèce? Donc, la femme n'a pas un statut public, hein. Elle est réservée exclusivement à la sphère privée. Donc, elle a pas de droit de politique. À Athènes, il va avoir la démocratie. Donc, elle n'a pas de droit politique. Elle est confinée à une zone qu'on appelle le gynécée. Donc, c'est l'appartement réservé aux femmes et à leurs domestiques. Le mot gynécée qui a donné le mot gynécologue, mais qui veut dire un peu l'espace intime des femmes. Mais à l'époque, c'est l'appartement. La femme n'a pas de personnalité juridique. D'ailleurs, c'est vu comme très très irrespectueux et même insultant de nommer le prénom d'une femme en public, sauf quand on veut l'insulter. Donc, c'est une question de modestie. On ne nomme pas le nom de la femme. Donc, elle est confinée à un espace presque invisible, mais on va voir, c'est pas aussi invisible qu'on peut le penser, qui est le gynécée. Non, c'est ça. Justement, parlons du côté du mariage à ce temps-là aussi, parce que j'imagine qu'il y avait un rôle qui jouait dans le mariage homme-femme. Oui, premièrement, dans le grec ancien, il n'y a pas de mot pour le mariage. Il y a le mot angué, qui signifie gage ou caution. Donc, et c'est vraiment ça, c'est le père qui, je pourrais dire, confie sa fille à un homme qui va l'épouser, et le but essentiellement, c'est de transmettre un héritage, un patrimoine à ses descendants. Donc la femme, sa fonction, c'est de produire des descendants. D'avoir des enfants. Oui. Voilà, transmettre l'héritage. Et si le mariage ne fonctionne pas, le père peut reprendre sa fille. OK. Et donc, c'est pour ça que la fille est laissée en gage. C'est comme une caution. Wow. Et donc, on peut la reprendre de cette manière-là. Je vais louer une fille, s'il vous plaît. C'est pratiquement ça. Et donc, l'homme peut répudier sa femme, notamment s'il y a eu un adultère, mais la femme peut pratiquement pas divorcer. Okay. Donc, il y a vraiment un double le standard. L'homme peut entretenir des concubines. Souvent, c'est des esclaves ou des paysannes très pauvres, donc avoir des maîtresses. Il peut fréquenter les prostituées de la rue ou dans les maisons closes, qu'on appelait pornée, qui a donné la naissance au mot porno, qui veut dire prostituée. Et pour les plus riches, il y a les étahirs. Les étahirs, c'est des femmes indépendantes de fortune qui sont reconnues pour leur raffinement culturel. Certaines vont être des femmes philosophes. Elles savent jouer lire, composer de la poésie. Elles ont une grande culture, et les hommes aiment beaucoup les côtoyer, donc se faire inviter chez elles. Donc, ce sont des courtisanes dont on paie la compagnie très cher. Des fois, il peut avoir un rapport sexuel, mais pas toujours. Et donc, les grands philosophes aimaient côtoyer les étahirs. Et ça, c'est une des rares femmes qui sont vraiment indépendantes de fortune, qui sont autonomes. C'est d'une certaine façon des entrepreneuses
à ce niveau-là. Puis j'imagine il y avait une fonction de la femme dans la Grèce antique. Oui, il y en a plusieurs en fait. Bon, on l'a dit, c'est d'assurer une descendance pour la transmission du patrimoine, la transmission de l'héritage. Elle joue un rôle très important qui est filer la laine et tisser les vêtements. Ça, c'était une activité traditionnelle. On tissait des vêtements, des tuniques aussi pour des cérémonies religieuses. Elle s'occupe de l'éducation des enfants. Pour les garçons, l'éducation dure jusqu'à 7 ans. Et là, ensuite, on confie les garçons à un précepteur, donc quelqu'un de très éduqué. Mais les femmes vont s'occuper de l'éducation des filles jusqu'à la fin. Ce sont elles qui s'occupent des cérémonies funéraires, comme préparer les corps lors des funérailles. Elles organisent aussi les cérémonies religieuses. Elles sont responsables des cérémonies religieuses. Donc, même s'ils sont confinés au gynécée, sont pas inactives. Là. Ils ont des fonctions particulières. D'accord. Dans quel domaine la femme est à l'égal de l'homme? Ou même plus? Dans le domaine religieux. Donc, en général, les prêtresses qui s'occupent de l'organisation du culte, donc qui s'occupent des temples, ce sont tous des femmes. Ce qui leur permet d'avoir une propriété, la liberté, même un salaire. Il y a toutes sortes de privilèges qui vont avec ça. Et la plus connue, c'est ce qu'on appelle l'oracle de Delphes. Donc, l'oracle habite dans une montagne qui est située à Delphes. Et elle est en communication directe avec les dieux. Les dieux leur lui soufflent sa pensée. Et donc, il y a tous les grands chefs d'État, les philosophes, les grands chefs militaires qui veulent consulter les oracles, ils veulent connaître les intentions des dieux. Et donc, ils vont rencontrer l'oracle de Delphes, qui est toujours une femme. Et donc, les femmes, sur le plan religieux, ont un privilège particulier. Elles sont très écoutées, très vénérées. Et donc là, c'est un exemple où les femmes ont un niveau vraiment supérieur. D'accord. Mais là, je suis curieuse de savoir quel était le statut des femmes dans la ville de Sparte. On avait parlé d'Athènes tantôt, mais là, c'était différent à Sparte. La ville de Sparte est complètement à l'opposé d'Athènes. Athènes est reconnue pour sa vie intellectuelle, culturelle, sa vie démocratique. Sparte, c'est une cité guerrière. Donc, les jeunes garçons sont enlevés à leur mère à l'âge de 7 ans pour suivre un entraînement militaire très dur. D'ailleurs, quand on dit un régime spartiate, ça vient de là, qui va durer jusqu'à 30 ans. Donc, c'est une cité guerrière. Donc, on peut présumer que dans cette société très machiste, très masculine, très virile, les femmes valent pas grand-chose, mais au contraire, parce que les femmes ont un rôle fondamental, c'est produire des guerriers pour la cité. Donc, elles se marient au même âge que les hommes. Dans la cité athénienne, les jeunes filles se marient vers 14-15 ans et elles marient un homme bien établi, souvent qui a 30 ans. À Sparte, ils ont le même âge. Les garçons et les filles ont la même éducation. Les femmes peuvent s'entraîner physiquement parce qu'il faut fortifier le corps pour fortifier la race, pour faire des guerriers très forts. D'ailleurs, ça va poser un problème parce qu'il va y avoir des Jeux olympiques et Sparte va arriver avec ses athlètes, dont des femmes. Et d'après la loi athénienne, une femme qui participe aux Jeux olympiques est condamnée à mort. Non. Donc, il a fallu négocier. Il a fallu trouver une entente. Mais finalement, les Spartiates femmes ont pu participer. Les femmes spartiates, justement, parce que leur devoir est d'assurer la naissance de guerriers, elles peuvent pratiquer l'adultère. Par exemple, si un mari n'est plus en état de procréer ou d'offrir une descendante forte, elles peuvent choisir un candidat, plus jeune, plus vigoureux, pour offrir un guerrier à la cité. Elles peuvent hériter des biens, elles peuvent administrer des biens, ce que les Athéniennes ne peuvent pas. Et ce qui est très intéressant, quand les hommes partent à la guerre, il faut s'occuper de la cité. Donc la cité est administrée par les femmes. Okay. C'est les femmes qui gouvernent en l'absence des hommes. C'est pour ça qu'on a appelé ça, Sparte, une gynocratie, c'est-à-dire le gouvernement des femmes. Donc, très, très différent, mais c'est une exception. C'est une exception. Ouais, la responsabilité est beaucoup plus grande là côté des femmes. Puis là, dans la grecque ancienne, on parle aussi
les Amazones. Qui sont les Amazones? Oui, l'expression est restée célèbre, hein, quand on parle d'une femme très belle, très désirable. Bon, c'est un caractère un peu sexuel. On va parler, une belle Amazone, tout ça. Mais pour les Grecs de l'Antiquité, les Amazones, c'est un genre de tribu, j'oserais pas appeler ça nation, de femmes qui sont dirigées par une reine, qui sont redoutables et redoutées. En fait, Amazone vient de Mazones, qui veut dire sans sein. Parce que d'après la légende, les femmes, les Amazones se coupaient le sein pour pouvoir tirer à l'arc. Mais on a vu beaucoup de statues d'Amazones qui ont leurs deux seins. Donc, c'est probablement un mythe, c'est une légende, c'est pas fondé. Donc, dans la Grèce, dans la mythologie grecque, les Amazones sont un peu les ennemis des Grecs, qui est la société masculine patriarcale par excellence. Et donc, elles asservissent les hommes et ce sont les femmes qui ont le droit de se battre. Et il y a toujours un héros grec comme Hercule ou Thésée qui doivent combattre la reine des Amazones. Là. Donc, sont toujours en guerre contre les Grecs. Mais encore là, c'est une société qui semble être... qui favorise l'infériorité des femmes, mais les femmes dans la mythologie occupent beaucoup d'espace, dont les Amazones. Là, on parle quand même d'une légende, d'une mythologie, mais est-ce qu'elles auraient quand même peut-être existé pour vrai? Donc, en moins 513, il y a un historien, un des premiers historiens qui s'appelle Hérodote, qui va faire un grand tour du monde, le monde connu à l'époque, qui est la Méditerranée. Mais il va se rendre dans la région de la mer Noire, qui est l'actuelle Ukraine. Et là, il va être fasciné, il va voir des femmes qui montent à cheval, qui tirent à l'arc, qui font la guerre. Et là, il va se dire, ma foi du bon Dieu, j'ai trouvé les Amazones. Les Amazones existent. Et donc, c'était des femmes qui appartenaient à un peuple qu'on appelait les Sarmates, qui faisaient partie d'un groupe plus grand qu'on appelle les Scythes, qui sont des peuples nomades. Or, ces peuples nomades-là faisaient l'élevage des chevaux, faisaient la guerre, étaient complètement en déplacement. Ils avaient besoin que les femmes jouent ce rôle-là aussi. Donc, effectivement, il existait une égalité des sexes dans la société scythe et les femmes faisaient la guerre. On a même trouvé des sépultures où des femmes ont été enterrées avec leurs armes. Ah oui. Et dans ça, les Grecs sont fascinés. Une société qui promouvoit l'égalité homme-femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, sont très... sont un peu estomaqués. Ouais, ben c'est ça. Parlons justement de comment ça a affecté un petit peu la vision des Grecs anciens, parce que ça les a fascinés, justement. Oui, il y a un mélange de fascination et d'aversion. Ils sont scandalisés que des femmes puissent monter à cheval, puissent exercer le maniement des armes, peuvent commander des guerriers, tout ça. Donc, ils sont scandalisés, mais en même temps, ça les fascine et ça va amener certains philosophes, dont Platon, à se questionner. Est-ce que l'égalité entre les sexes, c'est bien? Est-ce qu'il faut favoriser l'inégalité? Et lui, il va arriver à la conclusion, est-ce qu'on peut se passer d'une demi-société? Est-ce qu'on peut avoir seulement une demi-société productive et laisser l'autre moitié être non productive? Est-ce qu'on devrait, au contraire, favoriser l'égalité? Il n'arrivera pas vraiment à trancher, mais ça va amener vraiment une réflexion au sein de la société grecque. D'accord. Un petit début, c'est le grain d'idée qui avance plus tard, peut-être. On y pense. C'est ça. Mais après ça, on verra ce qu'on va faire, mais on commence à y réfléchir. On commence, puis là, 1000, 2000 plus tard. On verra plus loin. On verra plus tard. On va mettre ça plus tard. Voilà. Mais pour terminer, qu'est-ce qu'on peut en dire de la place de la femme dans la civilisation grecque? Ben, on a malmené un peu la civilisation grecque et comme on a vu, il y a beaucoup d'exceptions. Il y a les Hétaïres, il y a les Amazones, il y a les prêtresses, il y a les femmes spartiates. Il y a eu des exceptions, mais il reste que il y a un rapport quand même d'infériorité qui règne dans la société grecque. Mais en même temps, quand on regarde la mythologie, quand on regarde les dieux qui vivaient dans l'Olympe, ben il y a autant de dieux que de déesses, et les dieux et les déesses vivaient dans une certaine forme d'égalité. Ouais. Donc les divinités étaient égales, mais pas les humains et les humaines. Voilà. Donc voilà, mais ça représente une grande contradiction. C'est ça. Quand même, fascinant. Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Toujours un plaisir. Ça fait plaisir.